Quand tout le monde souhaite votre disparition, comment ne pas sombrer dans l'oubli? Comment rester debout lorsque chaque souffle, chaque regard, chaque geste devient un pari sur la survie? L'histoire du capitaine Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina Faso, résonne aujourd'hui comme une tragédie moderne et une leçon de courage. Depuis son accession au pouvoir, Ibrahim Traoré vit chaque jour comme une épreuve. Plus d'une quinzaine de tentatives d'assassinat manquées. Imaginez 15 occasions où le destin aurait pu basculer, où une balle, un poison ou une trahison auraient pu effacer son nom de l'histoire. Ce n'est pas une exagération. 15 fois, la mort a frappé à sa porte. 15 fois, il a déjoué le piège. Ses adversaires, ils ne se comptent plus. Il s'agit de réseaux internationaux rompus à l'art de la manipulation, d'élites locales qui craignent pour leurs privilèges, d'officiers en exil qui rêvent de retour, de puissances étrangères qui voient dans le Burkina Faso un pion sur l'échiquier africain. Tous veulent l'arrêter, tous redoutent la tempête qu'il incarne. La nuit du 16 avril a marqué un tournant. Ce n'est pas une simple date, c'est la nuit où un complot d'envergure a été déjoué dans l'ombre. Les ramifications du piège dépassent les frontières du pays. Ce soir-là, il ne s'agissait plus seulement de renverser un homme, mais de briser la volonté d'un peuple tout entier. Désormais, ce n'est plus seulement le pouvoir qui se joue, mais la souveraineté même du Burkina Faso. Dans cette guerre silencieuse, chaque revers pourrait être fatal, chaque victoire fragile. Traoré n'est plus seulement un officier rebelle. Il est devenu le dernier rempart face à un système mondial prêt à tout pour défendre ses privilèges. Face à lui s'érige une coalition sans scrupules, prête à isoler le Burkina Faso, à l'asphyxier économiquement et politiquement, à manipuler l'opinion internationale pour préserver ses intérêts. La bataille ne se joue plus dans les couloirs du palais présidentiel. Elle touche à l'âme même de la souveraineté africaine. Si Traoré tombe, l'Afrique perd peut-être sa chance de briser le cycle des ingérences, des coups d'État téléguidés et de l'asservissement. Ici, la lutte n'est plus seulement politique, elle est vitale, existentielle pour l'avenir du pays et du continent. Sommes-nous à l'aube d'une révolution ou au bord du chaos? Cette question plane comme une ombre sur Ouagadougou, sur Bamako, sur Niamey. Mais comment le Burkina Faso en est-il arrivé là? Pour saisir l'intensité de cette confrontation, il faut revenir sur la tempête qui a forgé le destin explosif d'Ibrahim Traoré. À l'origine de la crise, il y a un homme mais aussi un système. Qui est vraiment Ibrahim Traoré? Un militaire formé à l'école de la discipline, mais aussi un enfant du peuple, forgé par les épreuves d'un pays en guerre contre lui-même. Il a vu la corruption gangrener l'État, l'injustice broyer les plus faibles, la peur s'installer dans les villages. Lorsque Traoré prend les armes pour renverser le régime précédent, il ne le fait pas par ambition personnelle. Il le dit, « Je n'ai pas choisi cette guerre, elle m'a choisi ». Cette phrase résonne comme un écho à d'autres figures révolutionnaires africaines, de Thomas Sankara à Patrice Lumumba, tous deux victimes de la trahison et de la peur de l'émancipation. Mais ce qui distingue Traoré, c'est la nature de ses ennemis. Sont-ils dispersés ou se coordonnent-ils dans l'ombre? Cette question obsède les cercles du pouvoir burkinabé. Entre rumeurs et soupçons, une vérité glaçante émerge. Une alliance invisible se tisse, dépassant les frontières et les rivalités affichées. Depuis Paris jusqu'à Abidjan, des exilés politiques, des gouvernements étrangers, des officiers déchus échangent des messages cryptés, des serments de soutien, des promesses de financement. Dans les appartements discrets de la capitale française ou les villas barricadées d'Abidjan, anciens alliés et nouveaux ennemis de Traoré s'unissent autour d'un objectif commun. Leur obsession: stopper le capitaine rebelle qui ose renverser l'ordre établi et refuse toute compromission. Un parallèle historique peut s'établir avec la guerre froide lorsque des opposants exilés, soutenus par des puissances étrangères, manipulaient les pions pour reprendre le contrôle de leur pays d'origine. On pense à la crise du Congo dans les années 60, où Lumumba fut victime d'une coalition d'intérêts opposés. Aujourd'hui, c'est le Burkina Faso qui se trouve au centre de ce grand jeu, mais la menace n'est pas qu'extérieure. À l'intérieur du Burkina Faso, les vieux réseaux corrompus, forgés durant des décennies de pouvoir sans partage, voient en Traoré un danger mortel. Sa volonté de casser les circuits occultes, de rendre le pouvoir au peuple, menace directement leurs privilèges. Dans l'ombre, il recrute, finance, manipule les esprits, parfois en utilisant l'arme redoutable des fausses informations. La nuit du complot du 16 avril marque un tournant. Ce n'est pas un simple coup d'éclat local, mais une opération transfrontalière. La Côte d'Ivoire sert de base arrière logistique, offrant refuge, argent et appui politique aux putschistes. Cette configuration rappelle le rôle du Ghana dans les années 80, lorsqu'il offrait un refuge aux opposants de certains régimes voisins.
Loin des regards, un axe inédit prend forme, reliant tous ceux que les réformes de Traoré effrayent de Ouagadougou à l'Europe de l'Ouest. Il ne s'agit plus d'une querelle de palais, mais d'une guerre d'influence régionale. Les stratégies anti-Traoré s'appuient sur la désinformation, les pressions diplomatiques, la menace permanente du coup d'État. Pour les réformateurs, sous-estimer cette coalition reviendrait à condamner toute chance de rupture ou d'émancipation réelle. Un constat s'impose. Si Traoré échoue à briser cette alliance, chaque avancée vers la souveraineté sera engloutie par le retour cyclique des putschs. L'histoire du Burkina Faso risquerait alors de s'enliser dans un éternel recommencement, où les aspirations du peuple sont broyées par le jeu des intérêts croisés. Face à ce péril, Ibrahim Traoré n'a plus droit à l'hésitation. Il prépare une contre-offensive radicale, prêt à refondre le pouvoir jusqu'à ses fondations. Mais jusqu'où ira-t-il pour rompre ce cercle infernal ? L'histoire africaine regorge d'exemples où la radicalité a sauvé un État, mais aussi de cas où la répression a mené à l'isolement et à la chute. Alors que la tension monte, les premiers signes de la riposte de Traoré se font sentir. Mais chaque geste peut déclencher une réaction en chaîne incontrôlable. Réformer ou purger ? Où s'arrête la défense, où commence la paranoïa ? Depuis la nuit du 16e avril, cette question hante Ouagadougou. Les rumeurs de putschs, d'ingérences étrangères, de trahisons s'amplifient. Face à la tempête, Ibrahim Traoré passe à l'offensive. Il ne rectifie plus, il verrouille. Son objectif ? Reprendre le contrôle total de l'appareil sécuritaire, sans concession. Première mesure, la doctrine du verrouillage. La vieille garde présidentielle, soupçonnée d'être infiltrée, est dissoute sans ménagement. Les loyautés de façade et les médailles aux mérites douteux disparaissent. Désormais, chaque officier doit prouver un engagement sans faille, aucune exception ni excuse. Les contrôles internes deviennent implacables. On ne se contente plus de vérifier les casiers. Tout est sans passer au crible, de la famille aux amitiés, des réseaux à l'étranger au patrimoine subi. Le moindre secret, la plus petite transaction inexpliquée, peut coûter un poste. C'est une autopsie sociale permanente. Qui fréquente qui ? Qui voyage où ? Qui transfère de l'argent à Abidjan ou Paris ? Rien n'échappe à la vigilance du nouveau régime. Pour illustrer, prenons l'exemple d'un commandant soupçonné d'entretenir des liens avec un exilé politique basé à Paris. Un simple transfert d'argent, un échange de messages codés, et le commandant se retrouve écarté, sans explication publique. Ce processus, bien que silencieux, rappelle les purges opérées dans les années 70 en Afrique centrale, où des gouvernements ont préféré prévenir plutôt que guérir. Tout se joue dans un silence pesant. Les exclusions se font sans bruit, sans explication publique. Le matin, un nom s'efface du tableau, l'après-midi, un autre disparaît. Traoré n'a pas besoin de convaincre, il agit. L'État se nettoie à huis clos, loin des regards. Sachant que l'information circule plus vite que les balles, Traoré réforme la communication. Cryptage intégral, surveillance des fréquences, détection en temps réel, chaque mot suspect est intercepté, analysé, neutralisé. Le Burkina Faso entre dans l'ère de la cybersurveillance préventive. La purge ne s'arrête pas là. Le contre-espionnage renaît, désormais tourné vers l'intérieur. Ministres, commandants, conseillers, tous sont surveillés. Plus question de supposer la loyauté, il faut la prouver, jour après jour. Pour concrétiser cette surveillance, Traoré s'inspire de modèles historiques comme le contre-espionnage du Ghana sous Jerry Rawlings, où chaque responsable administratif devait rendre compte de ses faits et gestes. Le Burkina Faso adapte ce schéma à l'ère numérique, utilisant l'intelligence artificielle pour repérer les anomalies et les comportements suspects. Dès lors, la frontière se brouille entre discipline et autoritarisme. Un État renforcé contre les coups d'État, mais un climat de soupçon permanent. Chacun surveille ses mots, ses fréquentations, craignant d'être écarté ou accusé. Ce verrouillage extrême peut sauver une présidence assiégée, mais à quel prix ? La peur s'installe, les débats s'éteignent, la confiance se fragilise. Jusqu'où aller pour défendre la souveraineté sans sacrifier la liberté ? Dans ce climat tendu, chaque décision prise par Traoré devient un test de sa vision pour le Burkina Faso. Mais l'étau se resserre, l'ennemi, lui, n'a pas dit son dernier mot. La quête de sécurité totale peut-elle garantir la souveraineté sans sacrifier la liberté ? Voilà la brûlante énigme qui déchire aujourd'hui le Burkina Faso, et peut-être demain toute l'Afrique. Ibrahim Traoré, devenu symbole d'une résistance inédite après avoir survécu à plus de 15 tentatives de déstabilisation, ne se contente plus de défendre. Il transforme la peur en doctrine, la vigilance en système.
Sa nouvelle arme, le VDP, jadis simple défense villageoise, désormais milice nationale décentralisée, pilier d'un renseignement populaire sans précédent. Chaque volontaire VDP devient sentinelle, surveillant marchés, routes, forêts, frontières. Là où l'État central reste aveugle, les yeux du peuple s'ouvrent. Ce réseau forme une toile d'alerte capable de détecter la moindre menace avant qu'elle ne prenne racine. Prenons le cas de la région de Saaba, où une cellule VDP a permis de déjouer un trafic d'armes venu de la frontière ivoirienne. Grâce à la vigilance des villageois, un convoi suspect a été signalé, puis intercepté par l'armée avant qu'il ne rejoigne la capitale. Cet exemple illustre la puissance d'un renseignement populaire et la rapidité d'action qu'il offre. Mais aujourd'hui, l'ennemi change de visage, se camoufle dans la foule. Le Burkina Faso franchit alors un pas décisif, mise en place d'un programme biométrique massif. Désormais, chaque individu suspect est répertorié, tracé, suivi. Empreinte, visage, déplacement, rien n'échappe à l'algorithme d'État. Ce choix radical suscite des critiques acerbes. À Paris, à New York, les médias dénoncent un virage autoritaire, une dérive liberticide. On compare parfois cette politique à celle de la Chine, où la surveillance numérique est omniprésente. Mais sur le continent, surtout chez la jeunesse, l'écho est différent. Beaucoup voient un État qui ose enfin briser les chaînes, qui affirme sa souveraineté face à l'extérieur. À Ouagadougou, Bamako, Niamey, la souveraineté s'incarne, rallie la jeunesse, ranime les rêves d'autodétermination. Les condamnations occidentales semblent glisser sur cette génération galvanisée par l'espoir d'une Afrique maîtresse de son destin. Pour eux, ce n'est pas une dérive, mais une révolution sécuritaire, une rupture avec la passivité du passé. Cependant, le danger rôde. Si la surveillance devient oppression, la promesse de liberté s'effondre. Mais si le pari réussit, un modèle inédit de sécurité nationale africaine pourrait émerger, scruté avec autant d'inquiétude que de fascination. Des scénarios similaires ont déjà vu le jour ailleurs. En Éthiopie, la centralisation du renseignement a permis de stopper des mouvements séparatistes, mais a aussi nourri la méfiance et les tensions internes. Le Burkina Faso doit donc inventer sa propre voie, éviter les excès, trouver l'équilibre entre la sécurité et les droits fondamentaux. Derrière ce bouclier numérique et populaire, une question demeure. L'Afrique saura-t-elle bâtir une souveraineté qui protège sans étouffer? Ou ce rêve succombera-t-il au piège de l'autoritarisme? La réponse à cette question façonnera non seulement l'avenir du Burkina Faso, mais aussi celui d'un continent en quête d'émancipation. Car ce qui se joue ici dépasse de loin une simple lutte nationale. L'indépendance n'est plus un rêve lointain, c'est une lutte quotidienne, un bras de fer sans relâche. Être libre ne consiste plus à marcher derrière des drapeaux, mais à résister chaque jour aux pressions qui veulent étouffer la moindre avancée vers la souveraineté africaine. Le capitaine Traoré, à la tête du Burkina Faso, incarne aujourd'hui bien plus qu'un chef d'État. Il symbolise une génération qui refuse les compromis et le clientélisme. Son combat inspire un désir de rupture, une exigence de loyauté véritable. Désormais, le pouvoir ne s'achète plus à coups de faveur, il se mérite par l'engagement. Le Burkina Faso n'est plus une exception isolée. Il devient l'exemple d'une rupture historique, refus frontal de l'ordre néocolonial, reprise du contrôle des ressources, volonté affichée d'exister sans tutelle occidentale. Le peuple découvre la puissance de s'emparer de ses terres, de ses richesses, de son destin. Mais ce choix exige un engagement total, sans retour. L'Alliance des États du Sahel, l'AES, dépasse le simple pacte militaire. C'est une idéologie, un souffle d'affirmation. Elle façonne une identité sahélienne nouvelle, fière de ses racines et décidée à défendre ses intérêts face au tumulte mondial. Pour la première fois, depuis des décennies, la solidarité et la discipline priment sur les vieilles divisions. Pour illustrer la puissance de cette alliance, rappelons la réaction coordonnée lors de l'attaque terroriste de Djibo, où les forces du Niger, du Mali et du Burkina Faso ont uni leurs efforts pour repousser une colonne djihadiste. Cette solidarité régionale, impensable il y a seulement 15 ans, montre que l'AES n'est pas qu'un slogan, mais une réalité opérationnelle. Mais ce réveil n'est pas sans danger. La centralisation du pouvoir, l'exigence de loyauté risquent de réduire l'espace du débat et des libertés. Pourtant, dans cet équilibre précaire, se dessine la possibilité d'un nouveau contrat social africain, où la légitimité ne naît plus seulement des urnes, mais de la capacité à protéger et transformer la société. La vraie transformation ne jaillit ni de la violence aveugle, ni de la brutalité. Elle se construit dans la discipline, la rigueur, l'implication quotidienne des citoyens à chaque niveau du pouvoir.
Les changements les plus décisifs se font souvent en silence, dans l'ombre, portés par une vigilance constante. Alors le public africain doit choisir son camp. Faut-il saluer cette résistance, cette volonté de rupture, ou craindre la concentration du pouvoir avec le risque d'un nouveau monstre politique? Tout dépendra du regard que porteront les peuples sur cette ère, admiration ou méfiance, soutien ou dénonciation. À ce carrefour, chaque choix comptera, car l'Afrique ne pourra plus revenir en arrière. La souveraineté, ce n'est pas quémander, c'est imposer sa volonté par l'action. Ce qui se joue ici dépasse le simple affrontement politique. Nous assistons à un moment historique, une nation qui, sous le regard du monde, refuse de plier et choisit d'écrire ses propres règles. Ibrahim Traoré incarne ce courage, non par des discours, mais par des gestes qui dérangent et imposent le respect. La tension demeure palpable. Chaque décision, chaque réforme, chaque défi lancé aux pressions extérieures ou locales bâtit une nouvelle Afrique. Une Afrique qui ne cherche plus l'approbation des autres, mais qui affirme hautement son droit à l'autodétermination. Ce n'est pas une promesse de révolution, c'est la révolution elle-même, en marche silencieuse mais implacable. Rester observateur, c'est accepter que la dépendance continue. S'impliquer, même simplement par la vigilance, c'est prendre sa part dans une histoire qui s'écrit aujourd'hui. Ce bouleversement dépasse le destin d'un seul homme. C'est tout un continent qui tente de briser des chaînes vieilles de plusieurs décennies. Fermer les yeux, c'est laisser les autres décider, pour nous. Observer, débattre, documenter, c'est déjà s'engager. La vraie des questions n'est plus de savoir si l'Afrique peut changer, mais si nous sommes prêts à reconnaître et à accompagner ce tournant. La révolution n'a pas besoin de se proclamer, elle se constate pas à pas dans chaque épreuve surmontée. L'histoire s'écrit sous nos yeux, et chacun choisira d'en être témoin ou complice silencieux. Pour conclure, retenons ceci. La souveraineté ne s'offre pas, elle se conquiert, et chaque victoire, même silencieuse, dessine les contours d'une Afrique nouvelle. L'avenir n'est pas écrit, mais il appartient à ceux qui osent regarder le danger en face et tracer leur propre chemin. Le Burkina Faso, avec Ibrahim Traoré, vient de le